Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Chambre britannique. Ravi de vous retrouver. Nous sommes avec un panel riche d'experts et de professionnels pour nous accompagner pour ce webinaire autour de la justice sociale et environnementale. Quelle justice sociale et environnementale post-Covid? C'est la thématique que l'on va aborder ce soir. Et pour commencer, c'est un classique. Le mot de bienvenue avec notre président, le président de la Chambre britannique, Stéphane Orr. Bonsoir. Merci Landré, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue et ravi de vous compter parmi nous pour ce nouveau webinaire de la Bridgesham intitulé « Quelle justice sociale et environnementale post-crise ». La crise sanitaire a fortement accentué les inégalités sociales et économiques entre les pays les plus développés et les plus pauvres, mais aussi en sein même des nations les plus riches. Grâce à des progrès majeurs entre 1999 et 2019, 1 milliard d'individus étaient considérés comme sortis de l'extrême pauvreté. Mais tous ces efforts sont menacés par la pandémie de COVID-19 qui pourrait se traduire par un retour de 2 décennies en arrière. Le Maroc n'échappe pas à la règle. Le chantier de généralisation de l'ouverture sociale est une des mesures phares visant à réduire les inégalités en matière d'accès aux soins. La généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi est aussi au programme, mais d'autres chantiers nous attendent. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir un panel riche d'experts. Merci à Hicham Zouanat, président de la Commission sociale de la CGM. Nous verrons avec vous dans quelle mesure la pandémie de COVID-19 a un impact sur le tissu social des sociétés dans le monde et si une reprise économique faible va de pair avec une justice sociale adéquate. Un plaisir d'accueillir également Mme Radia Sheikh Lalou, directrice générale de Déclic. Nous verrons avec nous si la justice sociale peut-elle sauver l'environnement et si cette crise permettra de redéfinir notre interaction avec l'écologie de l'environnement. Enfin, merci également Maître Nesrine Redouan, avocat au bureau de Casablanca au sein de cabinet Redouan, un partenaire law firm avec qui nous allons voir comment avoir une justice sociale et environnementale plus équitable. Ce webinaire est le vôtre. N'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Avant de donner la parole à notre modérateur, M. Landry Benoit, je tiens à remercier nos partenaires OCP Group, Spirit Aerosystems, Bank of Africa, Maroclear Consumer et CIH Bank. Merci à tous et bon webinaire. Landry. Merci beaucoup, Président Stéphane Orr, président de la Bridgesham. Qui dit justice sociale et environnementale dit l'importance des défis qui nous attendent durant les prochaines années. On savait ces défis avant la crise Covid, mais cette crise Covid nous rappelle que malheureusement, les défis sont encore très loin d'être éradiqués. Les écarts entre les inégalités se creusent et donc il va falloir sans doute redoubler d'intensité dans les prochaines années. Cette crise Covid, elle dessine un nouveau monde, peut-être un monde plus positif, plus équitable, plus juste socialement, plus juste environnemental. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Et on va voir justement ici au Maroc comment du côté des entreprises, du côté de la justice, du côté de l'environnement, on peut tout simplement améliorer les choses, aller vers plus d'efficacité, vers plus d'efficience dans les mesures qui sont prises en matière de justice sociale et en matière de justice environnementale. Nous avons donc 3 intervenants avec nous ce soir. Le président de la Bridgesham, Stéphane Orr, le disait. On a Monsieur Hicham Zouanat avec nous. Bonsoir. Merci, bonsoir Landry. Vous êtes le président de la commission sociale à la CGM. On va vous retrouver dans un instant justement pour faire un état des lieux de la situation au niveau des entreprises dans le monde, ici au Maroc également. Comment ces entreprises ont-elles vécu cette crise d'un point de vue social et puis quels défis à l'avenir? Comment on peut envisager une communauté mondiale post-Covid qui soit peut-être plus équitable
au niveau de la justice sociale, de la justice salariale et de la justice tout simplement entre les différents types d'entreprises. Radia Chalalou est également avec nous. Bonjour. Bonjour Landry, bonjour tout le monde. La directrice générale de Déclic. On va voir avec vous dans quelques minutes comment la justice sociale peut peut-être servir la justice environnementale. Et puisque vous pensez si cette crise du Covid-19, cette pandémie qui a secoué le monde entier, peut permettre de redéfinir notre rapport à l'écologie, à l'environnement et comment améliorer peut-être les inégalités environnementales. Et puis on a maître Nesrine Roudan également avec nous. Bonsoir. Bonsoir Landry, bonsoir tout le monde. On vous retrouvera dans à peu près 3 quarts d'heure, 50 minutes pour parler avec vous finalement des traits du système judiciaire, comment il peut permettre tout simplement une société plus juste. Quels ont été les dispositifs au niveau des entreprises pour les accompagner durant cette période de crise et peut-être comment améliorer à l'avenir les traitements traitements judiciaires des entreprises en difficulté. On parlera peut-être notamment de la réforme des syndics qui jouent un rôle important. On en parlera tout à l'heure avec vous, Nesrine Roudan, maître Nesrine Roudan. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Casablanca et membre du cabinet Roudan & partenaire Lao Firm. On va commencer tout de suite avec donc Hicham Zohanat. Je rappelle que vous pouvez poser bien sûr vos questions directement dès maintenant en commentaire et on les prendra en fin de session tout à l'heure aux alentours de 19 h. Hicham Zohanat, c'est vrai que cette crise elle a secoué toutes les catégories d'entreprises. D'abord, selon vous, dans quelle mesure la pandémie de Covid-19 a-t-elle eu un impact sur le tissu social des entreprises dans le monde et au Maroc? Merci Landry pour cette question-là. Et pour pouvoir y répondre, je vais vous ramener un temps soit peu dans cette période avant Covid, et ceci pour mieux, je dirais, faire les bonnes lectures en termes d'évolution de ces chiffres-là et surtout pour ne pas occulter une réalité qui était déjà amère avec une situation assez truffée d'inégalités sociales structurelles d'avant Covid. Alors, ceci, je vais le faire via 4 volets un petit peu, emploi, chômage informel et tout ce qui est CSP, genre. Et je vais le faire à chaque fois avec un prisme chiffre consolidé monde et chiffre Maroc. Excusez-moi, je vais vous bourrer de chiffres, mais combien ils sont importants pour faire des lectures. Et je vous promets pour la prochaine question, il n'y aura pas de chiffres, il n'y aura que mon avis personnel. Alors, moi, j'ai des chiffres, je les prends avec plaisir. Sur la partie monde, nous avions une population active qui avait un emploi de 3,3 milliards versus une population de 5,7 milliards, soit donc 58% de personnes en âge de travailler. Ces 3,3 milliards de personnes qui travaillaient étaient réparties en 2 milliards d'hommes et 1,3 milliard de femmes. Et puis, en face d'eux, il y avait une population de chômage qui était estimée à 200 millions de personnes en chômage, plus exactement selon l'OIT, 188 millions de personnes en chômage, soit un taux de 5,6%. Au Maroc, ces mêmes chiffres rapportés à un niveau national, on avait 12 millions de personnes en population active et ceux qui travaillaient, on était plutôt 12 millions en population active versus 26 millions, pour un taux de 45%, qui est beaucoup moins que les 58 qu'on a vu sur le chiffre monde. Et ces 12 millions qui travaillaient étaient répartis en, je dirais, 11 millions, 11 millions exactement de personnes qui avaient un emploi et 1,1 million qui étaient au chômage. Ce qui ramenait un taux de chômage de 9,2. Sur le volet emploi et informel, les chiffres montent donné plus que 55% de la population travaillait dans l'informel. Ce taux il est un peu plus aggravé chez les femmes, avec une proportion de 62%, parce qu'elles travaillaient beaucoup plus dans les services d'agriculture. Et au Maroc, ces données-là, sur l'informel, on se suffisait de certains chiffres du HCP qui nous disaient que vous n'aviez que 2,4 millions d'emplois dans l'informel, et ceci à travers 1,4 million d'unités informelles, avant que le ministre de l'économie et des finances nous fasse la mauvaise surprise que ce chiffre-là est beaucoup plus grand. Il s'élève à 4,3 millions de ménages ayant bénéficié du fonds de soutien spécial Covid. Pour le chômage des jeunes, pour les chiffres monde,
Le taux de chômage était 3 fois plus élevé chez les adultes que chez les jeunes que chez les adultes. 3 jeunes sur 4 travaillaient dans un emploi informel, 75%, donc contre 60% pour les personnes les plus âgées. Et enfin, un jeune sur 5, soit 20%, n'était ni dans l'école, ni employé, ni stagiaire. Ce sont les fameux NINI. Et ce nombre-là s'élève dans le monde à 267 millions, lorsque au Maroc, il est de 2,7 millions. Et je rappelle, au Maroc, c'est les chiffres de 15 à 29 ans, alors qu'en Europe, c'est les chiffres de 15 à 24. Et bien sûr, le taux au Maroc du chômage, il est de 31%. Et maintenant, c'est la pandémie. La pandémie a frappé. Et pour répondre directement à votre question, il y a 4 types d'impacts. 2 types d'impacts qui sont quantitatifs, pécuniaires, et 2 types d'impacts psychologiques. Les 2 premiers types d'impacts pécuniaires, le premier, c'est des pertes de nombre d'heures de travail et donc perte de revenus partiels. Deuxième type, c'est perte d'emploi et donc perte de revenus total. Les 2 autres types psychologiques, premièrement, c'est une perte de contact professionnel, donc isolement professionnel. Et quatrièmement, trop de contacts personnels qui a ramené beaucoup d'impact social qui a été exporté vers le professionnel. Je rappelle qu'il y a eu un nombre de divorces et de maltraitances assez élevé et ceci transperce parfois le personnel pour voyager et transporter vers la vie professionnelle. Et pour garder certains chiffres mondes en termes d'impact du Covid, premièrement, c'est le 2e trimestre qui a été le plus impacté dans le monde, 2020. Il a atteint 305 millions d'équivalents temps plein en termes d'heures d'emploi perdues. Et ce chiffre-là, il a été ramené à la fin d'année parce qu'on a agrégé certains chiffres parce qu'il y a eu un 3e, 4e trimestre un peu moins dur, à 255 millions d'emplois temps plein qui ont été perdus. Et sur les 250 millions, à peu près 50%, allez, disons, à peu près 120 millions, c'est de la pure perte d'emploi et à peu près 120 autres, c'est la perte d'heures de travail qui ont été rattrapées par la suite. Donc, pour le Maroc, sur la pandémie qu'on a frappée, nous aussi au Maroc, le 2e trimestre, il a été le plus dur. Vous vous rappelez, le mois d'avril, mai, on a totalisé une perte d'emploi de 950 millions, à peu près 950 000 employés, à peu près 1 million qui ont été déclarés à la SNCF, sans parler d'informel, du problème informel, la perte a été autour de 2,5 millions. Et pour avoir un petit peu ce breakdown et ce split sur un niveau régional, les chiffres montrent que les régions qui étaient les plus touchées, c'était l'Amérique latine, le Caraïbe et l'Asie du Sud, alors que l'Europe et les États-Unis ont beaucoup moins souffert compte tenu des soutiens, et des politiques publiques et d'accompagnement via des programmes de maintien d'emploi. Également, chiffre important, pas un chiffre, mais un constat important sur quels sont les types d'entreprises selon la taille. Et bien sûr, ça, c'est un chiffre constant chez tous les pays au monde. Bien sûr, la PME qui est le moteur de l'économie qui a le plus souffert versus les grandes entreprises qui sont en général des multinationales ou bien des grands groupes nationaux qui sont beaucoup moins fragiles, je dirais, financièrement que les PME, qui sont plus exposés et moins résilients que ses homologues. Donc voilà un peu, grosso modo, pas mal de chiffres qui nous renseignent sur un petit peu avant et post-Covid. Et je serais ravi de continuer avec vous la discussion pour voir. Donc, on a eu la photographie avant crise et puis la photographie après crise, pour l'instant en tout cas, puisque malheureusement la crise dure, hein, Hicham Zouanat. C'est vrai qu'on commence à assister aux prémices d'une relance. Est-ce qu'une reprise économique fiable va de pair avec une justice sociale qui soit adéquate finalement selon vous? Une question assez pertinente et en même temps assez insidieuse. Il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle justice sociale adéquate. On ne va pas rentrer dans les définitions, mais est-ce qu'on doit prendre le coefficient de Gini ou doit prendre les ratios du HCP concernant la vulnérabilité ou la pauvreté? Mais pour éviter tout ce débat-là, pour vous répondre directement, on peut imaginer, si on était naïf, une reprise économique uniquement par le marché va nous ramener naturellement vers une justice sociale. On se trompe. On sera vraiment très naïf, car si les employeurs retrouvent leur part de marché, et ces parts de marché sont traduites par la création de valeur qui est génératrice d'emplois, mais si on estime que ces générations d'emplois
vont recréer plus de protection sociale, plus de filet social, on se trompe. Ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, les chiffres sont têtus. Et en général, si on veut aller vers une vraie justice sociale, il faut qu'elle soit drivée. Et drivée comment? Drivée par des instances de régulation nationale, telles que des conseils de concurrence ou d'autres, des instances de régulation internationale, un État fort, un État régulateur, un État-providence. Et ceci nous ramène directement vers les conclusions de Thomas Piketty, si vous vous rappelez de son livre Capital du XXe siècle, et également sur la suite de son livre Idéologie et Capital. Il a établi un lien pendant 30 ans entre 1983 et 2014. Toute la création de richesse, il a été capté à hauteur de 20% de cette richesse pendant 3 décennies par 1% des riches. Et c'est autant de richesse captée que par les 50 personnes et 50% de la population moins riche. Ouais. Donc ceci est largement suffisant pour démontrer de l'inefficacité de ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, qui malheureusement n'a pas marché. On aurait estimé qu'encourager les riches pour redistribuer, ça veut dire encourager la création de champions nationaux à travers, je dirais, une redistribution et qu'on fasse tirer vers le haut d'autres CSP. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas donné, je dirais, beaucoup de résultats. Et ma foi, l'État-providence et une implication plus de l'État, ne serait-ce que par exemple l'introduction de M. Stéphane Or sur la généralisation de la protection sociale au Maroc, ce n'est pas quelque chose de naturel. On a vécu pendant 80 ans sans ça, et maintenant qu'il y a une volonté royale pour généraliser aussi bien l'AMO, les allocations familiales, l'IPE, etc., la retraite, ça s'est traduit par un État-providence, un État régulateur, sans même, je dirais, le vrai fonctionnement des instances telles que le Conseil de la concurrence ou autres, mais déjà une instance royale qui a pris en charge ce dossier-là, qui a estimé à 53 milliards son coût, réparti entre 23 milliards sur le privé et 27 milliards par l'État, on l'a cascadé sur 5 ans, montre une volonté ferme, et ceci peut ramener de la justice sociale. Mis à part ça, le marché il est assez malheureusement libre pour qu'il puisse s'autoréguler lui-même. Hicham Zouanat, comment on peut envisager une communauté économique, une communauté mondiale post-Covid? À quoi elle pourrait ressembler selon vous? Le problème, Benoît, il réside dans la question. Vous parlez de communauté mondiale post-Covid, c'est comme s'il y avait une communauté plurielle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de communauté plurielle. D'abord, la crise a été singulière et unique pour chaque pays. Deuxièmement, pluriel étaient les conséquences de cette crise-là, selon qu'on ait des systèmes de protection sociale et des filets sociaux capables d'absorber une partie de ces impacts. Pluriel également était la diversité des plans de relance et des politiques publiques. Et pour moi, rien que ça serait une chimère de penser qu'une communauté, je dirais, mondiale, unifiée, va essayer d'aller de pair. Or, le problème qu'on voit, c'est le contraire. On assiste à un phénomène qui est la mondialisation elle-même a été bousculée dans ses contours qu'elle a dessinés. Et on voit que, compte tenu de l'interconnectivité, l'interdépendance des économies entre elles, nous avons, je dirais, créé un impact énorme et chacun essaie maintenant de se positionner dans les nouvelles chaînes de production mondiale. Et donc, parfois, on trouve des communautés telles que des unions, des agrégations, telles que l'Union européenne qui se cherche, telles que la rivalité entre Chine et les États-Unis, et puis le Maroc dans tout ça. Nous avons un ancrage énorme vers l'Europe, qui elle-même cherche des débouchés de croissance, et pour cela, nous avons essayé de choisir un ancrage vers le sud, en étant le hub et le gate pour l'Afrique, et entre les deux, on est en train de vivre une panne de notre intégration régionale, qui est largement compensée par certains partenariats, notamment avec UK et avec Israël. Et rien qu'avec ça, on ne peut pas parler de communauté mondiale. Il y aura à la limite des communautés territoriales et régionales qui peuvent être efficaces s'ils arrivent à créer des synergies pour faire face à cette crise. Donc ça, c'est parmi les défis qui nous attendent, Hicham Zouanat. Oui, d'ailleurs, parmi les défis, je vais vous en résumer les défis à 4 ou 5. Premier défi pour moi, c'est l'inclusion sociale. Les emplois de demain
sont une bombe à retardement parce qu'il y va de créer cette inclusion, de réduire ces inégalités sociales. Sinon, on sera dans le tout sécuritaire et non pas dans le social. Deuxièmement, ce que je viens de dire sur le positionnement et l'intégration dans les nouvelles chaînes, dans les nouvelles chaînes de valeur mondiale, la proximité du Maroc avec l'Europe, avec le Sud, etc. Troisièmement, cette volonté d'aller rattraper des souverainetés perdues, souveraineté alimentaire, c'est souveraineté énergétique, c'est souveraineté médicale, souveraineté technologique avec les GAFA. Donc, ça sera parmi les défis énormes. Et également, il y aura bien sûr le plus important pour moi, c'est le capital humain. Il faut d'abord s'entourer de talents avec un focus collectif, avec une dimension fibre sociale et une dimension RSE prononcée, et bien sûr le tout avec une vision de sustainability, parce qu'on ne peut plus rien faire sans qu'il y ait une horizon de durabilité. Merci beaucoup, Hicham Zouanat, vous restez bien sûr avec nous. Il y a beaucoup de questions qui arrivent et ce sera l'occasion d'y répondre dans quelques instants. On a également donc avec nous Madame Radia Charlalou. Rebonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir et merci. Merci à vous, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes directrice générale de Déclic. Alors, c'est qu'il y a la COP26 qui approche, il y a cette crise Covid qui est une crise sanitaire, qui est une crise économique, mais on parle aussi beaucoup de climat. Malheureusement, il y a eu beaucoup de phénomènes climatiques et d'impacts qui ont eu lieu ces derniers mois. Donc, la justice sociale, oui, mais qui dit justice sociale dit aussi sans doute justice climatique. L'un ne va pas sans l'autre. Radia Charlalou, est-ce que cette justice sociale, elle peut justement sauver l'environnement? Parce que là, on a eu des traits un petit peu qui ont été dessinés par Hicham Zouanat. Alors, on a des traits qui ont été dessinés, effectivement. J'allais, avant le webinaire, vous contacter pour dire est-ce qu'on peut reformuler cette question parce que je n'ai pas de dichotomie entre les enjeux sociaux d'un côté et les enjeux environnementaux de l'autre. Et je me suis dit non, laissons-la comme ça. C'est très, très bien pour pouvoir justement expliquer que tout est interconnecté. Tout est absolument corrélé. Et si je venais à prendre un exemple pour illustrer mon propos, bon, je prendrais l'exemple très classique, mais en même temps qui fait consensus, qui est celui de l'agenda 2030 des Nations Unies, avec 17 objectifs durables. Et par exemple, je peux vous dire que indéniablement, si par exemple je prends l'objectif numéro 2, qui est celui de mettre fin à la faim, bon, ben, il a un effet ricochet sur d'autres objectifs comme l'éradication de la pauvreté, la promotion de la santé et l'éducation. Si je réduis la pauvreté, je vais avoir des impacts positifs ou négatifs d'ailleurs. On peut avoir des interconnexions aussi bien positives que des interconnexions qui sont négatives. Et donc, c'est l'image dans sa globalité qu'il faut avoir, qu'il faut pouvoir développer. Et pour illustrer encore plus mon propos sur le lien environnement et social, il y a quelques semaines, on a eu un rapport de la Banque mondiale qui nous dit que le stress hydrique va pousser 216 millions de personnes à migrer au sein même de leur propre pays. Et vous voyez comment un enjeu environnemental a une incidence éminemment sociale. Et vous le savez peut-être, le Maroc est le 43e pays le plus touché par le stress hydrique. Et les projections de la Banque mondiale disent que ce sont plus de 2 millions de personnes qui risqueraient de devoir quitter chez eux, ce qui quand même est énorme. Et la Banque mondiale nous dit, alors, c'est peut-être réversible, mais on encourage les États à se préparer à ces flux migratoires. Est-ce qu'il y a un meilleur exemple que celui-là pour vous répondre? Et d'ailleurs, il y a un groupement de journalistes qui a édité un livre il y a quelques jours à peine qui s'appelle « Justice climatique, enjeux sociaux ». Et chaque journaliste a pu faire un reportage et une des journalistes a fait un reportage sur les femmes de la communauté du Sud, là où il y a la centrale solaire Nour. Et elle se pose la question comment la centrale solaire Nour participe ou pas à l'autonomisation des communautés. Et là aussi, c'est un autre lien entre investissement pour l'environnement et retour sur investissement social. Et ce sont des questions qu'il faut se poser en fait. C'est tout à fait vrai. Il faut se poser cette question. Est-ce que en investissant pour l'environnement, je ne risque pas d'avoir une incidence négative sociale ou alors en investissant pour l'environnement, comment je fais pour accroître mon impact social? Mais c'est une vision d'ensemble, c'est indéniable.
Ouais, c'est une équation à 2 facteurs finalement, voire multifacteurs. Exactement, c'est une équation à multifacteurs et comme je vous l'ai dit souvent, ce sont des équations où on n'a pas forcément trouvé les réponses pour sortir et M. Zouanet l'a très bien dit, nous étions déjà dans une situation qui était assez critique avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, la crise sanitaire est venue accroître les inégalités, plonger des gens dans la pauvreté. Ce sont plus de 35 millions de personnes qui ont plongé dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire à moins de $1 par mois, par jour, pardon. Et il faut arriver effectivement à repenser l'idée de la croissance autrement, l'idée du progrès autrement. Radia Chalalou, est-ce que vous pensez justement que cette crise va permettre de redéfinir notre interaction avec l'environnement, avec l'écologie en général? Alors, la chose que je ne ferai pas aujourd'hui, c'est évidemment vous dire ce que je pense, parce que ce que je pense, c'est qu'il n'y a rien à… Enfin, je ne peux pas émettre d'avis aujourd'hui et je ne sais pas qui pourrait en émettre à part des économistes, à part de très grands experts aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas réjouissant. Ce que nous avons fait là depuis la crise sanitaire ne va pas dans le sens d'une prise de conscience. La prise de conscience est là. Le rapport du GIEC nous le dit, le rapport de la Banque mondiale sur le stress hydrique nous le dit, mais est-ce que les actions suivent? Là, il y a la COP, comme vous le disiez tout à l'heure, qui commence à Glasgow, et le président de la COP disait finalement notre défi, il est encore plus important que celui des accords de Paris, parce que les accords de Paris, les gens se sont mis dehors, ils ont quitté la salle et aujourd'hui, on se demande comment on va faire. Et en fait, on n'y est pas. On n'y est absolument pas. Donc, à part aujourd'hui, les décisions sont réactives. Ce ne sont pas des décisions d'anticipation par rapport à ce qui va arriver. Et si nous restons dans cette logique-là, on va continuer à être réactifs et à ne jamais s'arrêter et dire, OK, très bien, qu'est-ce que nous devons faire pour justement s'inscrire véritablement dans cette logique de croissance durable. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est fait? Non. Au-delà des grandes paroles, je n'ai pas, moi, le sentiment que nous sommes sur cette trajectoire-là. Et les grandes orientations mondiales, enfin, je pense notamment à l'Europe, aux États-Unis, à la Chine, même l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, qui envisage la neutralité carbone. Alors, on parle pour l'Arabie Saoudite de 2060, mais pour d'autres pays, 2050, voire avant. Oui, bien sûr, il y a même des entreprises. Vous voyez, je lisais ce matin qu'il y a un article très intéressant sur la pollution des entreprises multinationales et on voit ces entreprises qui participent aux réflexions internationales lors de la COP, notamment Unilever par exemple, mais encore une fois, ils sont dans les débats, mais ce sont 2% de leur plastique seulement qui sont recyclés. Donc, il y a un décalage entre la volonté et la mise en action. Et je pense que le problème réside dans l'impératif de la rentabilité à très court terme. Je pense que c'est ça qui doit freiner quelque part. Donc, il y a des intérêts, peut-être des nouveaux relais de croissance à tenter d'aller chercher ou d'aller faire voir à ce type d'entreprise, par exemple? Évidemment, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, redéfinissons la croissance. Quelle est la croissance? Quelle est la compréhension que nous voulons avoir de la croissance aujourd'hui en temps de Covid, même pas de post-Covid? Le Covid est venu nous dire, voilà ce qui est essentiel et voilà ce qui l'est moins. Donc, finalement, est-ce que cette croissance va être basée sur une compréhension commune à l'échelle, puisque nous sommes dans un écosystème connecté, mondialisé, est-ce que nous allons pouvoir développer une vision commune de ce qu'est la croissance à l'échelle 2030, qui est l'échelle de l'agenda des Nations Unies? Et nous savions déjà avant le Covid que, par exemple, l'objectif d'accès à l'éducation sur le continent africain, nous n'allions pas l'atteindre déjà avant le Covid. Et aujourd'hui, on pense qu'on a reculé encore plus. Bien sûr. Radia Chalalou, est-ce qu'on peut dire donc que les inégalités environnementales se cumulent aux inégalités sociales?
C'est indéniable, c'est indéniable. Si vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple d'un pêcheur, si la mer est polluée de plastique, son poisson ne sera plus propre à la consommation et il n'aura plus de rentabilité. Exemple très très simple de cette interconnexion des enjeux. Donc oui, bien évidemment, c'est cumulatif et nous avons longtemps pensé que nous étions, nous, caractérisés essentiellement par des enjeux sociaux. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons en plus à gérer des enjeux environnementaux. Et même si notre pays a affiché des ambitions de développement durable qui sont quand même importantes, il est temps de puiser dans un vivier d'opportunités que nous n'avons pas encore commencé à creuser, dont les débats sont encore balbutiants. Je parle d'économie circulaire notamment, qui est l'économie du recyclage, de la réparation. En Europe, il y a une fiscalité propre à l'économie circulaire qui représente un vivier de richesse astronomique. Parce que je peux aussi vous dire qu'investissement pour l'environnement peut aussi vouloir dire manne économique, évidemment. Hein, ça. Mais encore faudrait-il identifier, mettre le doigt sur ces viviers-là et dire on va y aller. La rentabilité va peut-être être plus longue, probablement, mais on va s'inscrire dans ce qui est la croissance finalement contemporaine et moderne. Ouais, il y a beaucoup de questions, notamment sur l'économie circulaire. On en parlera tout à l'heure avec vous, Radia Chadalou. Merci beaucoup, directrice générale de Déclic. On va donner la parole à présent à maître Nesrine Roudan, qui nous fait le plaisir également d'être avec nous ce soir. Bonsoir. 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 Vous êtes avocate donc au barreau de Casablanca, au cabinet Roudan & Partners Lao Firm. La première question d'abord peut-être que j'ai envie de vous poser, c'est sur l'état des lieux finalement de la justice marocaine. Quel état des lieux vous en faites pour l'instant durant ces 18 mois de crise Covid qui viennent de s'écouler? Est-ce que finalement les délais d'attente dans les différentes procédures ont été impactés, ont été lourdement impactés, ont été allongés tout simplement? Je vous remercie pour votre question qui est très pertinente, bien sûr. Écoutez, je pense que par rapport à tout ce qui se rattache au Maroc, aux problématiques d'ordre juridique ou économique, ça serait un petit peu trop facile ou ça serait une erreur de les rattacher toujours au Covid ou de dire que c'est le Covid qui est la cause. Donc ça, c'est un raisonnement qui est erroné selon moi et du coup il faudrait un petit peu voir les choses de façon objective, claire et précise, de façon à déterminer est-ce que les maux contre aujourd'hui sont dus au Covid ou datent de l'avant-période. Aujourd'hui, vous avez parlé des délais et de l'état de la justice. Nous, les juristes, on aime toujours répéter que la justice est un service public et en tant que service public, il y a le principe de la continuité du service public et que du coup, les juridictions marocaines continuent à fonctionner comme elles le faisaient avant le Covid, comme elles l'ont fait pendant le Covid et maintenant pendant l'état d'urgence sanitaire. Vous allez me rappeler l'épisode de mars 2020 à juillet 2020, au cours desquels les juridictions marocaines ont fermé pour la majeure partie qui concernait les procès civils, commerciaux, etc. Il y avait une continuité pour tout ce qui concernait le pénal. Je voudrais dans ce sens-là préciser que le Maroc, dans le cadre de la modernisation de sa législation, dans le cadre de son effort et son envie à encourager les investissements étrangers, a bien avant le Covid lancé le projet de la modernisation de la justice marocaine et notamment le raccourcissement des délais de traitement des dossiers et un effort non seulement en matière de temps et du temps de gestion des dossiers, mais aussi en matière de qualité. Donc aujourd'hui, mis à part l'épisode des 3 mois durant lesquels les juridictions marocaines ont fermé, les tribunaux fonctionnent de façon normale, les dossiers sont aussi traités de façon normale. Il y a une nouveauté, mais là je pense qu'on en parlera un peu plus tard, qui est liée à tout l'effort de modernisation, de digitalisation et qui est un choix stratégique pour le Maroc dans la mesure où aujourd'hui, ce qui a été adopté comme mesure transitoire pendant le confinement total pour soulager les juridictions pénales et permettre les procès à distance, c'est des
des techniques qui continuent à exister aujourd'hui, certes sans cadre législatif bien précis, mais le travail de réflexion est bien avancé en la matière de façon à aller plus en avant vers la digitalisation de la justice et vers l'amélioration de la productivité en apportant plus de modernisation. Donc, si je dois faire une comparaison avec le passé proche ou le passé lointain, il y a clairement une amélioration en termes de délai. Maintenant, il ne faut pas que le fait d'aller vite aille au détriment de la qualité des décisions qui sont rendues ou que les dossiers soient bâclés. Donc, il faut toujours avoir pour souci cette nécessité de la recherche de la justice et de préserver tous les intérêts en jeu de façon à avoir un procès juste, équitable, qui offre non seulement une garantie aux citoyens, mais aussi aux investissements. Et puisqu'on parle de justice, si vous me le permettez, on peut élargir le débat et parler non seulement de justice judiciaire étatique, mais également de justice privée et de tout ce qui est mode alternatif de règlement des différends, que ce soit la médiation, la conciliation ou aussi l'arbitrage, qui est rappelé dans différents discours du roi Mohamed VI et dans les différentes choix stratégiques du Maroc comme un moyen alternatif d'encouragement, de règlement des différends à encourager, à mettre en place parce que c'est une garantie nécessaire à l'investissement, au développement de l'investissement et des IDE au Maroc. Ouais, c'est la question que j'allais poser justement. Finalement, est-ce que cette crise Covid, elle doit nous inviter à réfléchir autrement à la manière de faire la justice et comment, selon vous, la crise Covid peut inviter à réfléchir à protéger les entreprises et les salariés de manière différente à l'avenir? Écoutez, moi je pense que je vais dire quelque chose qui peut-être va vous choquer. Je pense que le Covid, sur certains aspects, a été une bénédiction. Une bénédiction dans le sens où il a été un élément accélérateur du changement. Si je prends le domaine du droit où, par définition, on a l'image que c'est un monde qui est archaïque, qui est rigide, qui n'évolue pas rapidement, le choix de la digitalisation et de la modernisation a été débattu depuis des décennies. Mais l'accélération et la nécessité de passer à la vitesse supérieure n'est venue qu'avec le Covid. Le Covid a été cet élément accélérateur qui a permis aux plus réticents de réaliser que c'était possible, puisqu'ils n'avaient pas le choix et du coup, il fallait s'adapter. Vous vous rappelez, au début, tout le monde s'est mis à Zoom, à Teams et aux différentes techniques pour s'adapter. Donc, il y a eu cet aspect de conduite du changement qui a été forcé. Maintenant que le choix stratégique du Maroc en matière de digitalisation est un choix qui est confirmé et qui est un petit peu adopté par tous, ben les chantiers, ils sont multiples. Ils sont multiples et on a vu tout au long de la période de confinement et post-confinement et même aujourd'hui en état d'urgence sanitaire, comment plusieurs textes de loi ont vu le jour pour justement accompagner ce choix et changer ce mode d'opération et ce mode de réflexion. Je citerai, je n'ai aucunement l'ambition ou la prétention d'être exhaustif lors de notre webinaire, mais je citerai par exemple, à titre exemple, la loi simplification qui a pour objectif de simplifier toutes les procédures devant les administrations, apporter plus de transparence, de simplification. Je parlerai ou je ferai référence aux adaptations qui ont été apportées au niveau du texte sur la loi des sociétés anonymes pour permettre aux entreprises de continuer à tenir leur conseil d'administration et leur assemblée générale puisque leur statut ne prévoyait pas la visioconférence ou autre mode technique qui permettait cette continuité de l'entreprise. Je citerai également tous les aménagements qui ont été apportés de façon plus ou moins directe et plus ou moins officielle à la législation du travail, tel que le télétravail. C'est un mode opérationnel aujourd'hui qui a été adopté par toutes les entreprises pour lesquelles, bien sûr, le télétravail s'y prête de façon à permettre cette continuité de l'entreprise. Dans ce contexte aussi, nous avions le nouveau modèle de développement. Vous avez vu que les délais pour rendre le rapport ont été allongés de façon à prendre en considération les nouveautés ou les problématiques qu'on a réalisées avec le Covid. Donc, les chantiers aujourd'hui sont multiples, sont variés. Maintenant, il faut avoir de l'ambition.
Il faut viser haut, mais il faut aussi, dans notre stratégie, prendre en considération nos moyens de façon à avoir des textes de loi qui collent à notre réalité et qui constituent un tremplin, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour le citoyen. Maître Nisrine Rodan, comment les entreprises marocaines ont été protégées à ce jour durant cette crise Covid? Protégées d'un point de vue légal ou protégées d'un point de vue judiciaire? Judiciaire ou légal? Ok. Bah, dans ce cas-là, il faudra faire un petit distinguo entre tout ce qui est juridique et tout ce qui est judiciaire. Bien sûr, le juridique, il a trait à tout ce qui concerne la loi, les sources du droit, etc. Le judiciaire, lui, se rapporte à tout ce qui concerne l'application de ces textes-là et au volet pratique. Ce qui a été fait, bah, écoutez, on a eu un foisonnement de textes depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, où des mesures ont été édictées à tous les niveaux, que ce soit social, fiscal, pour essayer d'accompagner l'entreprise, de soulager les effets de la crise. Je ne dis pas que ces mesures étaient parfaites, je ne dis pas qu'elles ont été insuffisantes, mais en tout cas, le constat est que des efforts ont été fournis pour permettre à l'entreprise de continuer à fonctionner, aussi de protéger le citoyen de façon à adopter un mode de fonctionnement qui était nouveau. C'était une nouveauté, le télétravail, aussi bien pour les salariés que pour les entreprises. Bien sûr, je ne parle pas des entreprises ou des multinationales où l'ADN de la société fait que ces notions-là existaient avant. Mais en tout cas, il y a énormément des efforts qui ont été effectués. Les efforts aussi ont été effectués par les praticiens du droit les praticiens du droit ou tout autre professionnel qui accompagne l'entreprise dans son fonctionnement, de façon à s'adapter et être plus à l'écoute de son client. Et puis, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu de la solidarité, il y a aussi encore aujourd'hui, je l'espère, toujours de la solidarité, mais surtout au démarrage de la crise, il y a eu énormément cet élan de solidarité qui faisait qu'il y avait une générosité de part et d'autre, une envie d'aller vers l'autre, vers l'entreprise, vers le citoyen, de façon à expliquer, à aider et démontrer comment on pourrait sortir de la crise. Au niveau de tout ce qui est judiciaire, ben, écoutez, toutes les souplesses qui ont été apportées au niveau des juridictions, des administrations, par exemple, si vous me permettez de citer un exemple, mais vraiment un exemple tout banal, je citerai par exemple la procédure de conciliation lors d'un départ négocié ou devant l'inspection de travail, ou par exemple lors d'une procédure de licenciement et qu'il y a une problématique et que là, il faut saisir l'inspection de travail, ben, on a vu qu'il y a un effort qui a été effectué au niveau de l'inspection de travail, par exemple, rien que le bureau d'ordre qui a été digitalisé de façon à mettre en place des adresses e-mail où on peut notifier ces institutions. Ça, je peux le citer aussi au niveau des juridictions pour tout ce qui concerne le parquet et le ministère public où les plaintes pouvaient être déposées par voie électronique. Également, en ce qui concerne les juridictions de droit commun, qu'elles soient, mais aussi spécialisées, c'est la plateforme qui a été mise avant par le ministère de la Justice, mais qui a été plus utilisée pour permettre aux parties d'introduire leurs demandes en ligne, de faire les diligences normalement. Maintenant, il y a eu des efforts continuent à être fournis. Maintenant, il faut que ce choix-là soit un choix qui est confirmé et puis aussi essayer toujours d'adapter et de fonctionner. Vous savez, les développeurs dans le secteur informatique et tout ça, ils aiment bien parler de développement agile en mode sprint. Moi, je pense que c'est aussi un mode de fonctionnement qui aujourd'hui serait utile. Ça serait bien de l'adopter dans le domaine du droit, de façon à ne pas partir sur une vision qui est rigide d'une situation donnée, mais à chaque fois d'ajuster, d'adapter. C'est le rôle normalement de la jurisprudence, vous me direz, mais aujourd'hui, vu les délais d'élaboration, ils ont été raccourcis, bah, il n'y a pas de mal d'adopter ces techniques-là. Ça rentre toujours dans le cadre du benchmark et des best practices, et le monde du droit pourrait en bénéficier, pourquoi pas. Alors, je vous ai laissé la question à $1 million à la fin, Maître Nisrine Rodan. Je vais gagner $1 million, attendez, hein. D'abord, je vais négocier. J'ai ma valise juste à côté. Non, comment, selon vous, elle est là, elle est juste là, je ne peux pas vous la montrer, mais elle est là en tout cas. Ouais, mais
Comment, selon vous, améliorer finalement le traitement judiciaire des dossiers d'entreprises en difficulté? Et à quand finalement une réforme du syndic? Ah là 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 là, c'est effectivement une question à $1 million. Ben, je dirais à beaucoup plus qu'1 million $. Je vais négocier. Écoutez, un débat mériterait d'être organisé rien qu'autour de cette question. Je vais essayer d'y répondre en 2 temps. D'abord, en revenant à l'évolution du droit des difficultés d'entreprise et ensuite en répondant directement à votre question concernant le syndic. Concernant les difficultés d'entreprise, il faut rappeler d'abord au Maroc qu'il y a eu une évolution en la matière. D'abord, on a commencé par un système des faillites qui, vous me permettrez un petit peu l'expression, lui-même était en faillite. Ensuite, en 1996, il y a eu le livre 5 du Code de commerce qui, lui, a apporté plus de modernisation en instaurant un régime alternatif qui est basé sur la prévention et le traitement des difficultés. Ensuite, après le premier système, le deuxième système introduit en 1995, le législateur, en prenant en considération les déboires des anciens textes et afin de résoudre la situation et aussi pour répondre aux contraintes qu'oppose l'envie de faire du Maroc un hub et une destination pour les investissements internationaux, on a eu la loi 73-17 qui a été publiée en avril 2018 et qui, elle, a abrogé le livre 5 du Code de commerce en apportant beaucoup plus de modernisation. Je citerai au passage que l'une des raisons de l'introduction aussi de cette loi, c'était le souci du Maroc toujours d'améliorer son image et de gagner des points au niveau du classement Doing Business à l'époque. Je n'ouvrirai pas la parenthèse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui concernant ce classement Doing Business. Donc, dans ce cadre-là, le législateur marocain, il a apporté quand même une réforme importante en vue d'instaurer un diagnostic précoce des difficultés d'entreprise et c'est là où on voit naissance aussi de la période de sauvegarde et non seulement le redressement et la liquidation judiciaire. Le souhait, bien sûr, était de pallier aux carences en instaurant certaines mesures de bonne gouvernance. Et il y a eu 2 réformes majeures par rapport à ce texte. La première, elle concernait l'extension du champ d'intervention du mandataire spécial. Et aussi, la deuxième, elle concernait l'autonomie conférée aux chefs d'entreprise en cas de procédure de sauvegarde. Ça, c'est en ce qui concerne le régime général des difficultés d'entreprise au Maroc. Maintenant, en ce qui concerne votre question par rapport au syndic, voilà. Par rapport au syndic et au rôle et à l'évolution de son rôle, parce ce qu'on constate dans le texte de 2018, c'est que les attributions du syndic aujourd'hui sont mieux délimitées. Donc, il est chargé non seulement de contrôler l'exécution du plan de sauvegarde, mais aussi de mener les opérations de redressement ou même de liquidation à partir du jugement d'ouverture jusqu'à la clôture de la procédure. C'est dire l'importance de son rôle. Vous allez me dire, si son rôle il est important, moi je ne veux pas que n'importe qui soit le syndic. Donc, l'importance de ce rôle, je suis assez d'accord avec vous parce que surtout si on se réfère un petit peu au droit comparé et on ne va pas aller très loin, vous savez, on s'inspire énormément de la législation française et je regarde ce qui se passe en France. En France, vous allez voir qu'il y a les administrateurs judiciaires qui constituent un corps professionnel autonome et que pour ces administrateurs judiciaires, il y a des règles d'éthique et de déontologie professionnelle qui sont extrêmement strictes, mais aussi par rapport aux obligations de secret professionnel et aussi de détermination des rémunérations, des rôles et des attributions, de façon à éviter les conflits d'intérêts d'un côté et les violations des intérêts en jeu. Ceci étant précisé, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, ou peut-être, avant de vous rassurer, je voudrais quand même rappeler au passage que depuis l'entrée en vigueur de la loi, on reste toujours dans l'attente du texte réglementaire auquel on fait référence dans l'article 673, qui, lui, déterminerait le rôle et les attributions et les compétences du syndic. Donc, c'est un souci duquel on est conscient. Aujourd'hui, je peux vous dire que, semble-t-il, il y aurait un décret de loi, un projet de décret en préparation
par rapport au métier de syndic et que cette prise de conscience existe au Maroc et que le métier de syndic judiciaire est en cours de structuration au Maroc et qu'une première version de ce texte-là, elle a déjà été est déjà disponible et elle met dans ce contexte-là des conditions bien précises et bien déterminées concernant les conditions d'éligibilité pour être un syndic, de rémunération, de détermination de la mission. On apprend aussi que, semble-t-il, ce texte-là serait prêt d'ici la fin 2020 et qu'en attendant, les négociations continuent parce qu'on va mettre en place un système législatif qui déterminerait le rôle et la mission du syndic. Donc, je voudrais un petit peu vous rassurer. Normalement, avec la refonte de la fonction de syndic, avec toutes les garanties que ce texte-là devrait apporter, on devrait avoir une fonction qui permettrait d'accompagner les entreprises au cours de cette phase extrêmement critique et puis permettre à celles qui peuvent continuer d'exister et de l'être, celles qui ne peuvent pas, d'être traitées de façon, je vous dirais, scientifique, pragmatique, par des hommes de l'art. Parce que nous, on aime bien parler d'hommes de l'art en la matière. Ça peut être aussi des femmes de l'art, mais bon, c'est l'expression qui est retenue. Merci, Maître Nesrine Rodan. Alors, on va passer à la séance des questions. J'ai gagné, non, mais attendez, j'ai gagné mon million. Ah, bah oui, bah, il va falloir que je vous le dise. Hein. Excusez-moi, vu qu'on parle de justice sociale, il faudrait qu'il y ait une distribution équitable du million. Effectivement, donc on va faire une répartition. Je voulais juste faire peut-être réagir Hicham Zohanat sur cette réforme du syndic. Vous dites Alléluia, bravo, il était temps, ça peut faire du bien en tout cas pour les entreprises marocaines. Quand je vois l'impact de certains faits d'emploi massif, alors que je crois les méthodes, je ne connais pas très bien les rouages des différentes lois en termes de sauvegarde, etc. Mais toutes les réformes et les lois sont bienvenues pour anticiper et éviter qu'on tombe dans la liquidation. Et donc, je crois il est plus que la bienvenue s'il y a un syndic qui puisse être formé d'un expert, d'un corps, comme a dit Nissim Nouden, assez cohérent et assez expert pour sauver les entreprises. On ne peut que applaudir. Alors, il y a beaucoup de questions. On va parler dans quelques instants avec vous, Radia Chalanou, d'économie circulaire. Je voudrais d'abord vous poser une question, Hicham Zohanat, une question qui vient d'Omar, qui se pose la question de la justice sociale. Où mettre le pointeur en matière de justice sociale? Sur la lutte contre le chômage, la lutte contre l'informel ou la lutte contre l'emploi précaire, selon vous? Je trouvais que c'est une question intéressante. Complète. Sur les trois en général. Parce que les sujets sont assez critiques. Si vous me donnez le choix entre trois choses critiques, en tout cas, je commencerai par quelque chose de très sérieux et qui implique d'autres conséquences, c'est l'informel, ce que vous avez dit comme informel. Et là, quand vous parlez à des chefs d'entreprise, ils étaient mis en tenaille entre deux mots. Le premier mot, avec MAUX, MAU, c'était la signature il y a 2 décennies des différents accords de libre-échange. Et je vais abréger, je vais être un peu didactique. Pourquoi en tenaille? D'abord, une ouverture assez non préparée de notre économie mondiale. La décision elle est bonne, hein. Personne ne peut contester l'entrée au Maroc de plein pied vers l'économie mondiale, et ça a beaucoup d'effets. Mais ne pas préparer ça, venir et dire à des patrons que vous avez en face 1 milliard de consommateurs en plus, et on signe des dizaines d'accords de libre-échange incluant, nous liant à 54 pays, et en miroitant ce potentiel d'export d'1 milliard de consommateurs, alors qu'on a oublié qu'on n'a pas l'offre exportable, spécifique et adaptable à ce marché. Quel bilan on fait 20 ans après, sur les 54 accords de libre-échange? On est déficitaire avec 53 et on est excédentaire avec un seul qui est la Jordanie. Il n'y a rien de surprenant, rien pour s'en réjouir, mais il faut juste rappeler que
on avait dit qu'il y aura une théorie des 3 tiers, c'est-à-dire une politique de mise à niveau avec un tiers qui va passer largement la mondialisation, le 1 tiers qui nécessite une mise à niveau et le tiers qui dépasse, qui n'a pas les requis pour la mise à niveau. Je peux vous dire qu'on a perdu énormément d'entreprises et on a dépassé ces chiffres. Maintenant, puisque l'entreprise, on a ouvert avec des faibles niveaux de compétitivité, et je rappelle pourquoi on a une faiblesse en termes de compétitivité pour 2 choses. D'abord, la structure des coûts de revient des facteurs de production et des intrants. On est loin de nos compétiteurs régionaux. Je parle de l'énergie, je parle des coûts du financement, des coûts du foncier, des coûts de la fiscalité, des coûts du travail, des coûts des charges sociales. Ben, tout ça, c'est ce qui fait qu'une industrie. Heureusement qu'on a un niveau de productivité et que lui aussi, parfois, il est harcelé par un niveau de relations sociales, par une vieillesse, une absence de mise à niveau de nos textes législatifs. Donc, ça, c'est en haut. L'entreprise a été chahutée par le bas, elle a été chahutée surtout par l'informel. Et quand on a des chiffres qui dépassent les 35% d'informel, on est en train de glisser vers une donne qui est malheureuse, que c'est l'informel qui commence à tirer vers le bas, le formel. Et bien sûr, quand on a une forme d'injustice par rapport à une compétition avec des coûts de revient différents, je vous rappelle juste l'IR et les charges sociales, vous êtes déjà à 40% d'un coût de revient d'un produit. Facilement, vous avez ce glissement-là. C'est pour ça qu'on commence à trouver tous les périphériques des villes qui sont du rural déguisé avec des usines. Je ne parle pas, moi, de l'informel ambulant. Non, moi, ça ne me dérange pas. Je parle des usines d'informel qui commencent à tirer vers le bas. Et donc, je mettrai d'abord surtout le curseur sur l'informel, qui, lui, risque d'impliquer les 2 autres qui sont les jeunes et le chômage. Alors, parce que de façon malsaine, le formel risque de mettre rapidement des sociétés en liquidation et nous fera perdre uniquement toute l'avance qu'on a fait jusqu'à maintenant en termes de création d'emplois. Merci, Hicham Saounat. Alors, on a d'autres questions, notamment comme premier pour vous, Radia Chalalou, sur l'économie circulaire. C'est une question de Imad qui se pose la question. L'économie circulaire, nouveau relais de croissance, ça c'est une affirmation pour lui, mais à quel niveau? C'est sa question. Alors, j'imagine qu'il parle en termes d'emploi, peut-être, en termes de création de valeur ajoutée. Est-ce qu'on peut aller vite sur ce terrain-là, nous, ici au Maroc, si je reformule cette question? Est-ce qu'on peut aller vite? Pardon, je n'ai pas très bien entendu. Est-ce qu'on peut très vite cerner le concept d'économie circulaire et le généraliser, ou en tout cas sur certains aspects, certains secteurs? Alors, il y a plusieurs avantages à l'économie circulaire. Il y a évidemment un avantage environnemental qui vise un peu à revoir la manière dont nous consommons de la ressource et dont nous pensons la création de produits ou de services pour éviter déjà qu'il n'y ait pas de déchets. Et ensuite, il y a des mécanismes d'atténuation. Quand vous savez, par exemple, que 40% de l'eau d'irrigation n'arrive pas à destination, il y a un souci. C'est un gâchis astronomique. Donc déjà, de réduire la perte. Déjà, on peut considérer que c'est un gain. Et effectivement, je prends un autre exemple que beaucoup de gens connaissent, qui est celui des chiffonniers, des gens qui récupèrent, qui mettent le nez dans nos poubelles pour aller récupérer du plastique. Les bouteilles, c'est 1 kilo, c'est 15 dirhams. Mais nous n'avons pas, et même pour les industriels, c'est compliqué parce que nous n'avons pas de filière formalisée. Et pour cela, il faut que tous les acteurs, pouvoirs publics, entreprises, se mettent autour de la table pour construire des filières. Et ça ne peut arriver, ça ne peut advenir que s'il y a une collaboration, une réflexion collective sur ce qu'est l'économie circulaire. On se souvient du scandale d'il y a quelques années au Maroc, importé pour l'industrie du ciment, des déchets qui étaient du papier, en fait. Et on a cru que c'était des déchets toxiques et il y avait eu un bug de communication. Donc, on voit bien que nous importons des déchets pour servir certaines industries, ce qui est quand même ahurissant. Quand on voit, par exemple, qu'en Afrique, des pays comme le Nigeria ou la Guinée sont les poubelles informatiques du monde. Le Nigeria voit arriver des tonnes de déchets informatiques,
Ce sont 2000 micro-entreprises qui ont vu le jour parce qu'elles recyclent ce matériel-là. Donc là, on a création d'emplois, création de valeur ajoutée. Exactement. Exactement. Au même titre qu'on pourrait se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe si on venait à créer des filières de recyclage de déchets, de papier et on a des acteurs de la société civile qui le font à des échelles qui sont encore trop petites, mais qui sont extrêmement prometteuses. Merci, Madame Radia Chadalou. Maître Nisrine Roudan, alors on a beaucoup de questions, mais alors il y a une question qui sort un peu de vos prérogatives, quoique, mais je la trouve intéressante et je vous la pose et peut-être que Hicham Zouanat pourra réagir. Alors je la retrouve parce qu'elle est apparue, elle a disparu. Tac. Peut-on parler de justice sociale sans parler de bonne gouvernance? Voilà, c'est une question de Abdelaziz. Maître Nisrine Roudan. C'est effectivement une très bonne question et je pense qu'elle relève non seulement de ma compétence, mais de la compétence de tout un chacun, parce que tout simplement, ça tombe sous le bon sens. C'est des notions qui sont intimement liées, la justice et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance aura pour conséquence inéluctable une bonne administration de la justice. Vous savez, ça me rappelle une autre notion, c'est la protection de données personnelles et l'intelligence artificielle. C'est deux notions qui vont de pair. Donc, il ne faut pas occulter une va influencer sur l'autre. Et une bonne administration de la justice ou une justice sociale contribuera au développement des principes de bonne gouvernance. Et ça alimente l'un l'autre. Enfin, c'est très communicant et ça va de pair. Occulter l'un ou essayer de développer l'autre, c'est comme deux jambes qui n'avanceront pas au même rythme et qui n'auront pas à la même allure et que finalement le résultat escompté ne sera pas obtenu. Tout est dans la balance et l'équilibre. Hicham Zouanat. Oui, excellente question. Franchement, il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens et je vais m'arrêter à deux instances. À deux instances qui schématisent la gouvernance avec un lien direct avec la justice sociale. Je vais parler des comités d'entreprise. Lorsqu'on fait fonctionner ces comités avec une vraie conviction, comme il faut, dans lequel on partage avec les partenaires sociaux dès le début de l'année l'ambition, que ce soit bonne ou mauvaise, restructuration ou bien croissance, M&A, avec tout ce qui a comme implication sur les hommes, positifs et négatifs, on commence à déjà ouvrir les portes d'une transparence qui est très salutaire pour la justice sociale. Et si, à la fin de l'année, on vient chez eux pour leur dire voilà ce qu'on a fait, voilà les résultats de la boîte, de manière sincère, et ce forum-là est fait pour également partager ce niveau-là pour que la redistribution soit équitable. Là aussi, on ne peut qu'améliorer la gouvernance via cette première instance. Deuxième instance, c'est les comités de nomination et rémunération qui sont des instances émanant des conseils d'administration et c'est eux qui préparent toutes les données pour des décisions stratégiques en termes de nomination, rémunération, évolution de carrière, talent manager, etc. À travers tous les ratios, les tableaux de bord qu'on peut faire remonter, je dirais, à cette instance-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de focus de cette instance qui est le CNR, comité de nomination, sur l'équipe dirigeante et sur les senior managers. Mais lorsque la boîte a le temps, moi j'ai connu des boîtes d'éducation en France qui font 6 jours de CNR, tellement il est important et qu'ils puissent un petit peu rentrer à des couches basses pour voir les politiques RH, les politiques sociales, quel lien avec la stratégie d'entreprise et quelles solutions trouver à des blocages, à des problématiques, à des risques, à une veille sociale qui peut parfois amputer, je dirais, la croissance et donc, je dirais, a posteriori, une justice sociale. Justice sociale et bonne gouvernance. Alors, Nisrine Roudan, allez-y, puis peut-être après Radia Chadalou, on parlera de RSE, parce que finalement RSE quand je pense bonne gouvernance et justice sociale. Si vous le permettez, juste en complément de ce que j'avais dit, c'est que j'ai insisté beaucoup plus sur la complémentarité de ces deux notions. Mais en écoutant Hicham, je me suis rappelé un élément que je rencontre souvent quand je donne des séminaires sur la conformité et la compliance. Et là, se pose cette question de compétitivité des entreprises. Et souvent, on me dit,
Ben, écoutez, vous me parlez de justice sociale, ben là on est dans tout ce qui est philosophique, on parle d'équité et on parle d'éthique, qui en principe c'est complètement antinomique et à l'opposé de la bonne gouvernance où on cherche de la rentabilité et de l'efficacité. Et qu'en creusant, on finit par réaliser que finalement, oui, ça nécessite des efforts pour aller vers une justice sociale, mais qui aboutit in fine à une meilleure gouvernance qui peut, d'un point de vue économique et d'un point de vue rentabilité, être utilisée, si ce n'est que via les certifications et via le branding de toute entreprise. C'est tout ça, c'est ce que je voulais apporter comme complément. Radia Chalalou, justice sociale. Demain, toutes les entreprises en mode RSE? Oui, enfin, j'espère, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand nous sommes face à une entreprise qui déclare qu'elle a une démarche RSE et que la gouvernance de l'entreprise n'est pas adaptée à cette démarche, et que voilà, et qu'on ne retrouve pas en fait cette priorité de la responsabilité sociétale aux plus hautes instances de décision, ça veut dire qu'il y a ce qui ne va pas. Mais est-ce On que ne peut pas inscrire… Pardon? Est-ce qu'avec cette crise du Covid-19, il y a eu un déclic RSE pour les entreprises, une sorte de remise en cause, d'approfondissement? Alors, il se trouve qu'on est sur le point d'éditer un rapport sur les pratiques de reporting RSE des entreprises. Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises nous disent on a été résilient, on a été proche de nos parties prenantes, on a été innovant et on a été réactif. Mais encore une fois, tout ça, c'est très bien, mais c'est la capacité d'une entreprise à réagir. Nous, ce qu'on veut entendre aujourd'hui, c'est quel est le modèle d'intégration durable de l'entreprise. Et j'ai l'impression que ce déclic-là ne s'est pas opéré. L'entreprise, elle doit se penser aujourd'hui autrement. Elle ne doit plus voir sa croissance économique d'un côté et la manière dont elle va atténuer ses incidences négatives. Aujourd'hui, on demande à l'entreprise de s'exprimer sur sa raison d'être sociale, sur qu'est-ce qu'elle apporte à la société véritablement. Quel est votre rôle dans la société? Et du coup, bon, je pense que le débat, on est à peine en train de s'habituer à ce nouvel ordre mondial dans lequel nous sommes, mais l'entreprise, en tout cas à mon sens, se retrouve en étau par rapport à ça, dans le sens où il va falloir qu'elle agisse très vite parce que les problèmes environnementaux ne s'arrêtent pas, les problèmes sociaux ne s'arrêtent pas. Donc, les risques sont de plus en plus grands en fait pour l'entreprise quand elle n'agit pas. Et on a vu, et il y a des études qui montrent que les entreprises qui étaient déjà engagées dans une démarche de développement durable, et ça je parle à l'échelle internationale, se sont montrées plus résilientes. Ben, c'est pas étonnant. Résiliente parce qu'il y a une vision qui est portée, parce qu'il y a un management qui est mobilisé, parce qu'il y a une proximité avec les parties prenantes qui existent déjà et qui fait que la mobilisation elle est plus facile. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Donc, voilà, alors, les solutions là. Oui. Alors, il y avait une question de Sarah, toujours peut-être pour vous, Radia Chalalou, sur la question de l'environnement. Sarah qui se pose la question, est-ce qu'on n'est pas face à une logique punitive en matière d'environnement pour les entreprises? Alors, peut-être que je poserai également la question à Hicham Zouanat. Je pense qu'elle fait allusion notamment à la taxe carbone qui doit entrer en application en Europe l'année prochaine. Les entreprises marocaines doivent s'adapter. Mais bon, est-ce qu'il y a toujours ce prisme punitif ou alors est-ce qu'il y a ce prisme opportunité qu'on ne voit pas assez ici, selon vous? Moi, je pense que moi, je vais regarder le problème autrement et je vais poser la question à ça. Quand on achète un t-shirt, on a tous un t-shirt à moins de 100 dirhams dans nos placards. Je pense qu'on a tous ce t-shirt-là dans nos placards. Si je lui dis que ce t-shirt à moins de 100 dirhams a coûté aussi 2700 litres d'eau, 2700 litres d'eau, est-ce que le prix du t-shirt est toujours de 100 dirhams? Et est-ce que si je viens à imposer une taxe à celui qui l'a produit, est-ce que je suis dans une logique punitive ou je suis dans une logique qui dit réduire l'incidence négative et produisez de manière plus responsable? Ouais, ça c'est une bonne question. Hicham Zouanat, vous voulez réagir à la question du t-shirt?
Je réagirai à la décarbonation générale. Ouais. Le Maroc a été singulier sur le plan de la division internationale du travail et s'est pris un chemin il y a une dizaine d'années et il commence à déranger qu'on le veuille ou pas. Il commence à déranger parce qu'il est devenu le socle d'accueil de différentes industries, low cost un peu, parfois plus haut de gamme, et notamment l'industrie automobile, l'industrie électronique, je dirais la partie aéronautique également. Et à partir de là, l'Europe commence à voir déjà la première barrière qui ont commencé à gérer, à miroiter, c'était les audits sociaux. Et ça, c'est en plein dans le mine au niveau de notre sujet. Et on a commencé à vouloir vérifier est-ce que non seulement les entreprises, mais également leurs fournisseurs, leurs sous-traitants respectent la loi et vont au-delà de la loi vers des démarches RSE pour qu'ils puissent répondre à des cahiers de charges des donneurs d'ordre européens. Et ils ont répondu, une bonne partie a passé le cap. Et là, il y a une autre étape qui vient, puisque eux se conforment. Moi, je suis d'accord avec Radia, dès lors que le gars se conforme et il y a un sous-bassement moral, éthique, logique sur la déperdition, aussi bien, je dirais, de l'eau, de l'air, de tout ça, si cela se fait selon un prisme réellement éthique, écologique et environnemental, tant mieux. S'il est fait uniquement sous le prisme de la compétitivité pour rendre encore plus difficile les barrières à l'entrée, et on verra en termes de délai qu'est-ce qu'ils donneront au Maroc en termes de décarbonation, et on tirera les conclusions. Mais qu'on le veuille ou pas, on doit s'y préparer parce que le monde de demain est fait de ça. Ouais. Finalement, le monde de demain, est-ce que ça va être deux économies qui vont se croiser, une économie sur le long terme et une économie sur le court terme, ou est-ce que c'est toujours une économie qui va dominer l'autre? Franchement, moi, quand je vois ce qui se passe maintenant au niveau de l'Europe, les événements de l'Australie avec la France commencent à redessiner les alliances classiques et traditionnelles. Le Brexit aussi, je crois que les États-Unis se refait un cercle beaucoup plus restreint en termes d'alliances, l'Australie, la Grande-Bretagne, et il se renforce vis-à-vis de la Chine. Et nous avons en face un électron libre qui est la Russie, avec un très faible PIB, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il est un peu moins faible que celui d'Italie, un peu plus que celui d'Espagne, mais donc il est dans la moyenne des pays du sud de l'Europe, mais avec une puissance militaire et surtout une puissance en termes de fourniture de gaz et d'armement assez. Et donc, il joue le trouble fait. Et surtout, l'Europe, qui peine, comme j'ai dit, à trouver croissance, elle cherche à être le fournisseur, je dirais, privilégié de l'Asie du Sud-Est, qui est l'économie émergente, qui a le plus de croissance, qui peut drainer et la tirer vers le haut, mais géographie oblige. Les coûts logistiques, et d'ailleurs c'est un sujet énorme maintenant quand on voit qu'ils ont été multipliés par 10, 11, font en sorte qu'elle doit continuer à gérer, à rayonner au niveau d'un cadre régional et géographique beaucoup plus, je dirais, compétitivement acceptable, et ce retour un petit peu vers l'Afrique, avec toujours le Maroc qui dérange sur cette sphère-là. Donc on continuera à avoir des alliances qui se font et qui se défendent. Je ne crois pas qu'on sera dans une économie, je dirais, duale pour fermer l'antenne. Maître Nisrine Rodan, allez-y. Je voudrais réagir à ce que vient de dire Hicham Zouanat, c'est très juste. Et pour le confirmer, il suffit d'observer le déploiement du soft power vaccinal. C'est simple. Je pense que ça démontre et ça donne une image très, très concrète de la détermination du nouveau équilibre des forces et la place que jouera tout un chacun sur cet échiquier. On avait une question justice sociale et justice digitale. C'est une question que Rachid se posait. Est-ce que la justice de demain doit être plus digitalisée pour avoir un impact plus social, plus efficient? Question de Rachid. Maître Nisrine Rodan, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore cette question. Vous savez, on parle de justice sociale.
Donc, justice sociale, c'est pas la justice. Justice sociale, c'est une grande dimension qui est RSE, mais l'éthique et l'équité. Et vous me parlez d'une justice digitale qui, en principe, si je la pousse à l'extrême, je vais aller non seulement vers la digitalisation, mais je vais aller vers la robotisation et l'automatisation. Ce qui veut dire que ça va être extrêmement mécanique, ça n'a ni saveur ni couleur et il n'y a pas d'esprit. Donc, de prime abord, c'est complètement antinomique et ça ne se rejoint pas. Maintenant, bien sûr, comme on veut que les choses aillent mieux et on est optimiste et on voit toujours le bon côté des choses, dans une évolution de la justice, ce qui serait approprié, ce qui serait judicieux pour avoir une meilleure efficacité in fine, c'est de moderniser, c'est d'impliquer les principes de la justice sociale dans la justice et de faire en sorte que tout ce qui est apporté par cette modernisation de la justice et notamment sa digitalisation, mais surtout son automatisation, de façon à faire en sorte un système qui est plus ou moins parfait. Bien sûr, la perfection n'est pas de ce monde. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les aléas qui sont liés à une justice digitale ou à une justice robotisée ou automatisée, c'est que ceux qui développent les algorithmes, qui mettent au point ces logiciels, n'ont pas forcément suffisamment de recul ou une formation de praticiens, que l'on parle de juristes ou autres. Donc, il est extrêmement important de toujours être conscient de la nécessité du respect de tout ce qui est RSE, de tout ce qui est conformité dans l'élaboration ou dans l'aboutissement de chaque démarche. Parce que sinon, c'est l'ouverture à tous les abus et c'est l'autoroute directe vers l'échec. Et pour donner comme illustration, parce que nous, on est encore au balbutiement, au départ de tout ce qui est la digitalisation de la justice, si je prends par exemple tous les algorithmes qui ont été mis aux États-Unis, par exemple pour la composition du jury ou par rapport au risque de récidive lors d'un procès ou par exemple même de l'octroi de crédit. En regardant plus près dans ces algorithmes et dans la façon avec laquelle ils ont été élaborés, on a réalisé que la programmation était biaisée. Donc, je vous dis tout ça de façon à arriver à la conclusion que oui, la modernisation, la digitalisation, l'automatisation doit avoir pour colonne vertébrale pour son développement cette justice sociale pour justement ne pas perdre en vue l'efficacité qui est recherchée. J'espère avoir répondu à la question. Oui, Hicham Zouad. Je répondrai à Rachid sur cette question à travers un prisme. Bien sûr qu'il y a un lien direct entre justice digitale et justice sociale, avec un prisme de démocratisation qu'on pourrait ramener la digitalisation et la digitale sur 3 points. Premièrement, le droit à l'information, qui, lorsqu'il n'y a pas une justice digitale, ben, vous devez aller chercher cette information chez quelqu'un qui détient le pouvoir. Deuxièmement, la traçabilité. Et troisièmement, la transparence et le suivi des données, je parle des extranets, etc. Tout ça ramènera beaucoup moins de pouvoir à certains qui le détiennent, quelqu'un qui paye, le fournisseur, alors que s'il y a un extranet, il saura très bien où il est son règlement et que le comptable qui est en face d'une administration n'est pas celui qui détient le rythme et la vitesse. S'il y a plus de transparence sur les appels d'offres via une structure digitale qui offre ça, on saura qu'il y aura moins de PME qui s'offriraient à avoir l'information. Donc, je mettrai beaucoup plus ce lien direct entre vraiment révolution en justice digitale avec la justice sociale parce qu'elle permettra plus d'accession à l'information et à des affaires à travers cette démocratisation digitale. Mais sur le plan des élections, oui, je peux vous dire que là aussi, elle peut ramener beaucoup plus de justice et de démocratie, mais un bémol avec ce qui s'est passé il y a quelques années avec l'une des GAFA, je crois, Facebook, qui ont été utilisées dans les élections, je crois, américaines, avec une société qui s'appelle
J'ai oublié. C'est Cambridge Analytica. C'est Cambridge. Analytica. Donc, oui à la justice sociale, mais attention à la justice digitale, mais pousser trop le digital risque de devenir également contre-productif. C'est une arme, on peut l'utiliser à bon escient ou bien à mauvais escient. Bien sûr. Merci, Hicham Zouanat. Les avantages, ils sont certains, comme il l'a rappelé Hicham, en matière de rapidité, d'efficacité et de transparence. Mais c'est cette efficacité qui est extrêmement dangereuse si vous ne contrôlez pas le processus derrière. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument que ça soit de l'intérieur nourri avec cette justice sociale, avec ces principes. Parce qu'autrement, écoutez, le pouvoir, il est enivrant. Donc, quand vous avez la possibilité, vous ne le réalisez pas, c'est que le programmeur qui est derrière, à travers les datas qu'il utilise pour nourrir cet algorithme, le résultat fou auquel il va arriver, parce qu'on est à des niveaux mais exponentiels d'intelligence artificielle et d'intelligence intuitive, où là, la machine, elle commence à réfléchir. Et donc, elle est nourrie de cette data. Et il est absolument nécessaire que ce processus-là de construction, que ce soit un processus qui est contrôlé, qui est gouverné par cette justice sociale. C'est extrêmement lié vos questions. Hein. C'est à la fois la genèse, ça contribue et ça finit. J'adore. La justice sociale, c'est compliqué, hein, effectivement, c'est multidimensionnel. Radia Chalalou, un mot pour conclure peut-être, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses ce soir. On voit que l'environnement, ça commence à être une préoccupation des entreprises marocaines. Ça peut être même un relais de croissance à l'avenir. Vous êtes optimiste, pessimiste? Nisrine l'a dit il y a 5 minutes, il faut être optimiste. C'est ce qui nous permet de créer les solutions qui vont marcher. Sinon, on ne fera rien. Donc oui, il faut rester optimiste, mais je pense qu'il faut prendre conscience de l'urgence environnementale dans laquelle nous sommes à l'échelle internationale. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que plus personne ne se risquerait à être climato-sceptique. Les effets, nous les voyons. Et nous les voyons, je tiens à rappeler, je voulais le dire en tout début d'intervention, que le développement durable est un droit créé par notre Constitution. Je parle sous le contrôle de Maître Dan. Donc c'est un droit, ce droit à l'environnement. Il nous revient et il est important qu'on s'inscrive là-dedans, sinon on ne sait pas ce que nous avons à gérer comme autre catastrophe, qu'elle soit climatique, sanitaire ou sociale. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les revendications des jeunes, et quand je dis jeunes, c'est aucun d'entre nous ici, quand je dis jeunes, c'est moins de 20 ans, eux, vous le voyez en Europe et aux États-Unis, ne tergiversent pas. Il y a une forme de radicalisation de jeunesse quand elle s'exprime sur ces questions-là où elle ne veut plus de demi-mesure. Donc nous, on acceptait des logiques progressives. Aujourd'hui, la jeunesse ne l'accepte plus. Donc, je pense qu'il est temps et grand temps, évidemment, de s'atteler à mettre l'humain au centre de la construction de tout ce que nous faisons, des démarches sociales, et d'avoir cette vision holistique qui nous permet d'avoir des effets ricochets sur la société comme sur l'environnement. Merci Radia Chalalou, directrice générale de Déclic, Hicham Zouanat, président de la commission sociale CGM. Un petit mot pour la fin. L'entreprise marocaine va se réinventer au sortir de cette crise pour davantage de justice sociale et environnementale? Franchement, tout ce que peut entreprendre l'entreprise marocaine doit le faire de pair avec les politiques publiques. Les instruments tels que la loi de finances, qui est mise au débat maintenant, et d'autres formes de budget de relance, lorsqu'on voit la masse d'argent qui était mise par la Banque centrale européenne pour sauver les entreprises, pour qu'ils ne périclitent pas, parce qu'une fois ils tombent, c'est trop difficile de les refaire. Ils préfèrent plutôt un pari sur l'avenir qui va payer en termes de croissance toute cette dette-là. Le Maroc, on n'en était pas là. Malheureusement, quand bien même on aurait voulu, il y a eu beaucoup de débats, Rachid Achachi le dit souvent, on a voulu faire fonctionner une planche à billets tout en maîtrisant un petit peu notre déficit et en orientant tout ce qu'on crée comme monnaie vers des secteurs productifs et ne pas payer la masse salariale du public. Mais cette monnaie sera en monnaie nationale. Malheureusement, on ne sait pas fabriquer des devises et donc on est condamné à ce que l'on soit encore plus ingénieux
pour aller utiliser toutes les ressources qu'on a pour créer de la valeur, et cette valeur, surtout via un État régulateur qui soit destiné vers réduire les inégalités et aller vers une justice sociale. Et en plus, on a une nouvelle marque Maroc pour capter davantage d'investissements et créer davantage d'emplois. Maître Nisrine Rodan, peut-être un mot de la fin. On a vu avec vous que la justice marocaine s'est transformée, se transforme davantage avec cette crise Covid, vers plus d'efficacité donc à l'avenir. Ben écoutez, c'est un chantier qui est en cours. C'est un chantier qui est en cours non seulement pour la justice marocaine, pour l'administration marocaine, pour l'entreprise marocaine. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Notre choix, c'est de réussir. Et c'est un choix qui appartient à tous et que le droit doit être utilisé comme un levier pour justement réussir cette justice sociale et environnementale et que ça ne soit pas un frein. Et dans ce sens-là, il faut aller dans le sens de l'efficience, de l'efficacité, de la sensibilisation, de l'éducation, de la valorisation et réaliser que l'être humain est au centre de ce processus et c'est ce qui nous permettra, Inch'Allah, de relever le défi parce qu'on n'a pas le choix. Merci, Maître Nisrine Rodan. Oui. Une planète. En tout cas, si on peut garder une planète et acheter le t-shirt de Radia. Oui, effectivement. Maître Nisrine Rodan, avocate de Casablanca, et on le rappelle, donc au cabinet. Rodan est partenaire law firm. Stéphane Or, le président de la Chambre britannique, nous a suivis. Rebonsoir Stéphane Or, rebonsoir président. Vaste sujet, hein, la justice sociale et climatique. Bonsoir tout le monde, c'est très intéressant. Et toujours dans les webinaires, je suis devant les experts, c'est difficile pour moi pour dire les choses, mais je te rappelle, je prends le risque pour donner mon âge, mais je rappelle COP 1, 1995 à Berlin. Mais dans cette époque, personne n'a parlé sur l'environnement pour de vrai. Décarbonisation, c'était une phrase pas faite. Mais la crise, bien sûr, la crise a déjà commencé. Ouais. Je me rappelle 1998, on était dans une réactivité sur une crise qui s'appelle Y2K. On avait reçu vraiment une armée de consultants qui a bien facturé et la crise n'était pas apparente à minuit de 1999, rien n'a passé. 2008, on avait fait une crise de finances dans les banques. Mais la crise de finance, ça passe très vite. Et c'était une crise de seulement finance, pas tellement comme le Covid. Mais 2019, on a commencé à entendre, on a un problème de nouveau grippe à Wuhan, en Chine. Mais moi, comme les autres, ils ont dit ça, c'est pas moi, c'est pas grave. Mais très rapide, très vite. Ça vient de passer par tout le monde. Et ça a un grand impact partout. Chaque pays, chaque personne, les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde a été impacté. Et pour l'environnement, Morocco, ils ont fait le COP 22. Dans le COP 22, bien sûr, on a parlé beaucoup sur la décarbonisation, zéro carbone. Et moi, dans l'aéronautique et les autres, on a pris beaucoup d'actions. Et cette année, semaine prochaine, COP26 à Glasgow. So, pour moi, maintenant, on a une crise qui a commencé plus que 25 ans et on a une crise qui a commencé 2 ans. Mais tous les deux, maintenant, c'est comme ils sont dans une compétition pour tous les moyens, mais effectivement, ce n'est pas une compétition. Et je pense, oui, ça va accélérer les choses comme la responsabilité sociale aussi. Mais pour moi, je suis positif parce que moi, je vis au Maroc. Et le Maroc, dans les Jeux de le monde, ils ont un leader dans les problèmes environnementaux. Ils ont vraiment un leader avec l'énergie renouvelable. Et aussi, ils ont un leader comment ils ont géré la pandémie. So, pour moi, on est dans un pays qui peut gérer la crise bien. Et je pense aussi qu'on va gérer les autres crises et on va avancer rapidement sur le problème responsabilité sociale aussi. So, je suis positif.
Une note positive donc pour conclure ce webinaire. Merci Président Stéphane Or. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci encore une fois à nos participants et participantes. On se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire. Excellente soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. Il est 19 h.